Donc l'enregistrement démarre. Bonjour à tous et à toutes, meilleurs vœux pour cette année 2024. Nous démarrons le premier webinaire de l'année en présence de Arnaud Morvan, qui va donc animer 3 webinaires sur le digital pour Alpe Supply Chain. Donc nous le remercions par avance. Nous avons concocté ce programme en septembre-octobre. Et nous avons eu le temps de travailler dessus, surtout Arnaud. Et aujourd'hui, donc, il va nous présenter le premier volet de ces 3 webinaires, qui est donc comment améliorer la performance grâce aux analytiques. Bien évidemment, ce webinaire sera rediffusé sur YouTube pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'y assister en direct. Donc Arnaud, je vais te laisser la main. Tu vas pouvoir nous partager ton expérience et ton expérimentation sur les analytiques au service de la performance en supply chain. À toi. Merci Jean-Baptiste. Donc, je vais d'abord faire une introduction rapide sur mon expérience, malgré les éloges et l'introduction à l'américaine faite par Jean-Baptiste déjà. Après, premier aspect, ça va être un peu l'aspect différencier ce que c'est analytique plutôt que données. Il y a beaucoup en ce moment dans la littérature du data-driven, etc. Donc, bon, qu'on remette un peu les vrais problèmes, qu'on les recentre un peu tout ça. Après, c'est vraiment plus l'aspect, on va dire, comment vous pouvez en effet gérer votre supply chain et quel est l'intérêt des analytiques pour gérer votre supply chain. Et après, on va commencer sur ce qui est un peu plus avancé, c'est comment utiliser l'analytique avec des technologies un peu plus dont on entend parler, type machine learning, intelligence artificielle. Et après, comme Jean-Baptiste l'a mentionné, on a deux autres webinaires, donc expliquer ce qui va venir un petit peu plus tard. Donc, au niveau de mon expérience, donc en fait, moi, j'ai 25 ans d'expérience dans la supply chain. J'ai fait une partie de ma carrière en France et beaucoup aux États-Unis. Donc, je reviens. Dans cette expérience, c'est un mélange de, on va dire, de professionnels de la supply chain. Donc, j'étais supply chain manager. Je vais aussi gérer les transformations supply chain et je fais beaucoup de technologie. Donc, à la fin de la technologie, je travaille pour la Silicon Valley pendant 6 ans, où justement, j'ai partagé mon expérience pendant ces 3 webinaires avec vous tous. Et depuis, en fait, je suis en France. J'ai créé 2 sociétés qui sont en fait basées sur ce que j'ai appris aux États-Unis dans la Silicon Valley. C'est ce qu'on appelle l'aide à la décision, donc Decision Intelligence. Donc, c'est comment automatiser la précision. Ce sera le thème du dernier webinaire. Et en fait, il faut savoir que tous ces sujets, en fait, je les enseigne en France, dans différentes écoles. Donc, à l'ISLI, à Cage, à Grenoble, INP, au Mines Paris, et à Lyon 2, à Lyon 3. Donc, c'est pour ça que vous allez voir tous les slides, en fait, en anglais. Les cours, je les fais en français, mais tous les supports sont en anglais. Donc, même si je parle en français, et s'il y a des problèmes d'interprétation, n'hésitez pas à m'interrompre. Et après, au niveau de l'expérience, moi, j'ai beaucoup plus travaillé dans tout ce qui est santé, pharmacie, produits de consommation, retail et production. Mais en fait, la supply chain reste la supply chain. Donc, tous les thèmes qu'on va aborder s'appliquent à tout type d'industrie. Après, comme l'a mentionné Jean-Baptiste, s'il y a certaines conditions plus spécifiques, n'hésitez pas et puis on y répondra. Le premier sujet, en fait, qu'il y a à voir, c'est un peu des basiques de la supply chain, mais un peu repartir sur pourquoi est-ce qu'en fait on a ce thème aujourd'hui, donc gérer la performance de la supply chain. Le premier qui est assez connu, c'est en effet, pour pouvoir gérer sa supply chain, il faut la mesurer. Donc c'est un peu le basique dont tout le monde parle. En fait, moi après, dans la mesure où je vais être un peu plus précis, c'est l'important, je pense, c'est pas juste de mesurer pour mesurer, c'est de savoir ce qui est bien ou pas bien. Donc par exemple, dire j'ai 1000 pièces en inventaire, si je demande à 2 personnes qui sont là, en fait, elles vont me dire ça, elles vont me dire c'est beaucoup. Elles vont me dire non, je risque de rupture. La chose en mesure, c'est en logistique, par exemple, c'est j'ai un camion en retard. Un camion en retard n'est pas forcément grave. L'important, c'est en quoi ça impacte mes clients. Donc, je pense que le premier élément, quand on réfléchit à gérer sa supply chain et à des analytiques, c'est je mesure, mais je mesure quoi et pourquoi. Donc, le but, c'est vraiment de prendre une décision à la fin sur qu'est-ce qui va pas. Et le deuxième élément qui est un peu lié justement à comment gérer sa supply chain et via les analytiques, c'est la notion de visibilité. Donc, pareil, on entend parler beaucoup de visibilité, surtout avec tout ce qui est TMS, sont beaucoup mis en place en ce moment. Moi, où j'ai une vision un petit peu particulière, c'est la vraie définition de visibilité, c'est comment on voit clairement dans des conditions particulières. Et donc, je pense que ça, c'est important, c'est un peu le même thème, se dire, quand on veut gérer correctement sa supply chain, la visibilité, c'est pas juste avoir, comme je disais tout à l'heure, j'ai 1000 pièces en retard ou j'ai des camions en retard, c'est 1000 pièces pendant mon inventaire ou des camions en retard, c'est aussi de dire où sont mes risques et où sont mes problèmes. La vraie visibilité que vous avez, vous, sur votre supply chain, elle est là, en fait. Donc, c'est juste en introduction pour garder ça en tête,
dans la philosophie de tout ce qui est améliorer sa performance, ça va être gérer via les analytiques, et donc garder cette notion en tête de faut mesurer qu'est-ce qui est bien, pas bien, et avoir une vraie notion de visibilité qui est liée à où sont vraiment les risques et les vrais problèmes. Après, la base, ça, de tout ce qu'on va voir pendant la prochaine heure, on a mentionné, c'est le digital, donc tout ce qui est gestion digitale de la supply chain. Donc c'est vrai que la donnée, c'est ce qu'il y a de plus important, on va dire, c'est la source de comment vous allez pouvoir gérer votre performance et comment on va pouvoir améliorer votre supply chain. Après, une notion qui est vraiment importante, en fait, c'est que plus important en fait que la donnée, c'est l'information. Donc, c'est tout le thème des analytiques et d'où la notion de visibilité dont je mentionnais juste avant. Donc, le vrai élément, en fait, vous avez besoin, la donnée, c'est une donnée de base, mais dans l'absolu, aujourd'hui, tout le monde est noyé sous les données. Il y a les ERP, les APS, TMS, CRM, SRM, Big Data, je mets tout ce qu'on veut. L'IT vous met tout ça à la fin dans un beau Data Warehouse, un beau Data Lake. La réalité, elle est que maintenant, 50% du temps des personnes, donc en moyenne, donc peut-être que certains d'entre vous c'est moins, d'autres c'est plus, sont passés en des fichiers Excel et en des reporting pour faire du BI. Donc en fait, la donnée, il faut toujours garder ça en tête. C'est vrai qu'elle est critique, mais moi je préfère dire que comme ils disent data driven, moi je préfère dire c'est analytic driven ou information. La clé de tout en fait que vous faites, c'est comment aller rapidement aux vrais problèmes que j'ai via les analytiques. La donnée, c'est là où il faut faire attention, c'est pas se noyer dedans. S'il faut revoir chaque reposition d'inventaire pour comprendre son problème, vous n'allez pas vous en sortir. Donc maintenant que cette introduction a été faite sur plus la philosophie des analytiques ou les données, notions de base, donc on va rentrer un peu plus dans tout ça. Le premier élément en fait que je vais vous présenter, c'est en fait, ces analytiques, c'est ce que je disais à l'instant. Ça sert à quoi? Ça sert à vous donner de la visibilité. Donc, ça sert à vous donner la visibilité sur votre supply chain complète, que ce soit de votre client jusqu'à votre fournisseur. Et après, ça sert à donner la visibilité. Donc, comme je disais, qu'est-ce qui se passe bien, où sont mes vrais risques en ce moment dans la supply chain, sur plusieurs dimensions. Donc, en fait, en termes d'analytique, il y a deux types de dimensions, on va dire. Il y a les dimensions, en fait, qui sont, on va dire, plus comment je réponds aux besoins de mon client, donc tout ce qui est lié à la fiabilité, donc la réactivité ou flexibilité, agilité, plus un peu groupé. Donc, premier élément, en fait, quand on veut avoir une vraie visibilité sur la supply chain, il y a les analytiques, c'est la fiabilité. Donc là, c'est en quelle mesure je suis capable de répondre aux promesses que j'ai faites à mon client. L'exemple le plus typique, c'est quel est mon taux de service client. Donc, c'est ce que tout le monde mesure, en principe, dans la supply chain. Le deuxième élément des dimensions, en fait, on va dire comment on peut répondre aux attentes de nos clients, c'est tout l'indique lié à la réactivité. Donc là, souvent, c'est tout ce qui est lié au temps. Donc, ça va être les temps de cycle, les temps de production. Là, ça va être les temps liés à la livraison client. Et pareil, tout soit sous notion de temps, ça va arriver à tous les éléments de sa supply chain. On va avoir des notions de temps de réactivité, donc depuis mon fournisseur, la pro, jusqu'à mes entrepôts, toutes les opérations internes d'entrepôt, mon entrepôt via des usines, toutes mes opérations de transport qu'il va y avoir, les temps de ensuite tout ce qui est temps de réactivité, donc c'est tout le transport lié dans l'activité de mon usine, etc., jusqu'à ce que je livre à mon client. Le troisième élément analytique qui est important pour la visibilité depuis son client jusqu'au fournisseur, c'est tout ce qui est lié à la flexibilité et agilité. Je les ai un peu regroupés, ça dépend de ce que vous regardez, de ce que vous recherchez. Là, la vraie réponse par rapport au client, c'est comment je vais répondre à un changement de demande. Donc, comment je réponds à un changement de demande qui va augmenter. Donc là, vous avez des risques de rupture, comment je réponds à la demande. Ou à l'inverse, des changements de demande qui baissent. Donc là, vous avez des risques de surstock ou de jeter des petits produits. Là, souvent, dans tout ce qui est flexibilité, agilité, il y a beaucoup de notions de réactivité. Donc, c'est vrai que j'en en parlais, donc je vais pas revenir dessus. Donc, souvent, il y a un élément qui est là-dessus. Plus votre temps de cycle il est court, plus vous allez être agile et flexible pour répondre à un besoin. Bon, une autre notion que j'aime bien regarder et que les personnes oublient souvent, c'est la notion de capacité. Parce que souvent, on est souvent en capacité un peu trop haute. Donc, si là, on est en surcapacité en entrepôt, si vous avez un entrepôt de débord, ça va poser des problèmes. Donc, c'est vrai que c'est une dimension qu'on ne regarde pas souvent et que je n'ai pas souvent vue dans d'autres dimensions, mais avec l'expérience, je l'ai appris. C'est la notion de capacité, en quoi elle est liée à l'agilité. Donc, quand on a ces trois éléments, en fait, dans les analytiques pour mesurer en quoi je réponds à besoin de mes clients, donc la fiabilité, réactivité, agilité ou flexibilité, les autres, c'est comment vous gérez vos opérations. Donc là, il va y avoir plus, on va dire, des trois dimensions. La première, c'est les coûts.
Donc, ça peut être que c'est en quoi je gère l'opération de façon efficace. Donc, ça a des coûts d'achat, pareil, depuis des coûts d'achat, des coûts de transport, des coûts d'entreposage, des coûts de préparation de commandes, des coûts de production, etc. Deuxièmement, c'est tout ce qui est lié aux actifs. Donc là, c'est plus en quoi j'utilise efficacement mes ressources. Donc là, la notion la plus commune, c'est les inventaires. Après, il y a tout ce qui est jours recevables, les jours recevables, jours payables avec ses fournisseurs, avec ses clients. Donc là, ça va être beaucoup lié aux inventaires. Donc ça que souvent, surtout dans tout ce qui est supply chain, avec l'importance des inventaires, on mesure beaucoup ça, mais il y a d'autres éléments à prendre en compte. Pardon. Et le dernier élément qui est important, comment on gère ces opérations, qui est plus nouveau et qui est très très important en France et très important pour la supply chain, c'est tout ce qui est éco-responsable. C'est en quoi je vais avoir un impact limité sur l'environnement dans la façon dont je gère mes opérations. Donc là, le plus commun, c'est l'émission de CO2. C'est Jean-Baptiste, le spécialiste pour ça. Mais après, il y en a beaucoup d'autres. Il y a en quoi j'évite de jeter des produits, en quoi je limite mes déchets. Donc il y a toute cette notion en fait d'analytique qui vous permet de mesurer ça. Et en fait, quand vous voyez en fait tous ces, je vous ai donné juste des principales dimensions. Pourquoi est-ce que je ne vais pas aller plus en profondeur? Parce qu'en fait, chaque entreprise est différente. Donc, chacun, vous allez avoir des notions, des analytiques un peu différentes à utiliser selon votre propre supply chain ou vos supply chains que vous gérez. L'important, la clé, elle est là, c'est mesurer les 3 dimensions qui sont liées à comment j'impacte mon client, donc fiabilité, réactivité, agilité. Les 3 dimensions, c'est comment moi, je gère mes opérations en termes de coûts, en termes de gestion d'actifs, en termes d'éco-responsable. Après, à droite, moi, ce que je recommande, en fait, c'est d'utiliser des référentiels existants. Donc là, j'en ai mis 2, qui sont celui du score, donc de l'APIX, ou la SCSM maintenant, je crois que ça a été racheté. Et le deuxième, j'ai mis Supply Chain Plus, parce que vous avez la chance avec App Supply Chain de pouvoir travailler avec eux. Et pourquoi, en fait, je recommande de travailler avec des référentiels existants? C'est parce que d'abord, ils sont mis sur des bonnes pratiques. Donc, ils vont pouvoir donner vraiment, je prends l'APIX que je connais mieux, ils ont vraiment un niveau de détail très, très, très fin sur beaucoup d'analytiques possibles que vous utilisez pour gérer votre supply chain. Et l'autre avantage que vous avez en essayant des référentiels, c'est de pouvoir vous comparer aux bonnes pratiques d'autres entreprises. Donc, c'est un peu ce que j'ai sur la notion de visibilité avec ces analytiques. Savoir qu'au taux de service, il est à 90%, c'est peut-être pas suffisant pour vous, mais c'est peut-être très, très bien dans votre industrie. Donc, c'est l'intérêt des référentiels pour connaître l'analytique à gérer pour votre supply chain, c'est d'utiliser des bonnes pratiques et comment vous comparer à d'autres. Et l'autre intérêt des référentiels, c'est d'utiliser aussi des règles plus standards. Le problème que beaucoup d'entreprises ont, c'est qu'elles se mettent à, on va dire, bidouiller leurs règles de calcul analytique pour, en fait, ne pas prendre en compte les exceptions. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce qui impacte le plus votre supply chain, c'est les exceptions. Donc, moi, je recommande plutôt dire prenez des standards pour justement être sûr que vous n'aviez pas, ce ne soit pas biaisé, on va dire, votre analyse ne soit pas biaisée par des exceptions que vous n'allez pas prendre en compte. Moi, j'ai vu un client, par exemple, qui avait un taux de service calculé avec des programmes informatiques de 3 pages. Alors qu'un taux de service client, c'est une date, une quantité, une documentation qui est propre, une qualité qui est bonne. Ça devrait être basique. Eh bien non, ils avaient 3 pages de calcul. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient exclure beaucoup d'exceptions. Sauf que les exceptions, c'est ce qui, à la fin, impactait plus leurs clients finaux. Donc voilà. Donc pour résumer sur un peu les analytiques, gardez-les en tête pour gérer vraiment ces 3 dimensions de comment je réponds aux besoins d'un client, comment moi je gère mes opérations et utiliser de préférence des analytiques qui sont déjà très bien définies dans plein de référentiels pour pouvoir vous comparer et un peu standardiser comment même vous allez gérer vos opérations. Voilà, donc j'ai fait le job en parallèle, Arnaud, de donner du lien aux spectateurs, aux invités, pour qu'ils puissent aller soit vers l'APIX, parce que l'APIX donne effectivement beaucoup de métriques possibles en fonction du type de processus, que ce soit du transport, du stockage, de la production, etc. Et aussi vers le référentiel Supply Chain Plus, qui est un référentiel qui a vocation de faire du benchmark et donc d'intégrer ces éléments pour pouvoir les partager entre professionnels, praticiens de la supply. Donc, merci de ce petit focus. C'est important de rappeler qu'il ne faut pas réinventer les indicateurs. Il vaut mieux se coller à des standards pour pouvoir se comparer de manière plus facile. Exactement. Après, l'autre élément des analytiques, en fait, c'est en quoi vous allez en servir. Donc là, on a dit, voilà, il y a 3 notions, les 6 notions que je vous parlais, un peu internes, et puis la notion client.
L'autre élément qui est important, c'est à quoi ça vous sert en termes de gestion. En fait, gérer de la supply chain, on a un métier complexe, vous avez un métier complexe, ben, c'est beaucoup de faire de compromis. Et c'est vrai que par exemple, si on prend ceux qui font du planning, ben, souvent ils ont une notion de j'augmente le taux de service, je peux l'augmenter, mais je veux augmenter aussi mon stock ou je veux monter mon coût. En quoi c'est bien? Est-ce que c'est acceptable d'augmenter un taux de service de 1%, d'augmenter ses stocks de 3, 4, 5, 10%? Et les logisticiens, eux, ils ont beaucoup de compromis à faire sur tout ce qui va être le temps, le coût de transport et les émissions de CO2 maintenant. Donc, c'est vrai que l'intérêt, en fait, aussi des analytiques, c'est de pouvoir avoir, et de pourquoi est-ce que je disais avant, il faut mesurer toutes les dimensions sur les processus entiers, parce qu'en fait, il faut avoir cette vision complète dans le but de faire des compromis. C'est quand même rare qu'on ait une décision, ou vous prenez une décision qui soit tout positif ou qui soit bénéficiaire pour je baisse mes stocks, je baisse mon coût, j'augmente mon taux de service, je baisse mon CO2. Ça arrive, mais c'est quand même rare. Donc, l'intérêt, en fait, des analytiques, c'est aussi de savoir cette vue complète sur votre entreprise afin de faire les compromis et de voir les compromis qui sont acceptables pour vous, pour votre entreprise et pour les objectifs qui ont été donnés. Donc, on reviendra plus dessus quand on discutera Control Tower dans quelques semaines. Mais là, je l'ai mis là parce que c'est vrai qu'il faut garder ça en tête pour expliquer en fait pourquoi il faut avoir ces visions complètes. Donc là, je l'ai mis, c'est aussi introduire la notion, si vous c'est quoi? C'est aussi avoir du scorecard, donc c'est pareil, c'est la notion de la PIX. Mais en fait, dans l'absolu, une scorecard, c'est aussi des tableaux de bord ou ce qu'on verra sur les control towers. Donc l'intérêt aussi, c'est de commencer à faire ça. Et pourquoi je le mentionne aussi, c'est que faire des compromis, c'est compliqué quand vous avez une supply chain complexe, il y a beaucoup de produits ou beaucoup de sites à gérer. Et c'est là où commence à intervenir, ce qu'on va voir maintenant, l'intérêt de tout ce qui est de la data science ou l'intelligence artificielle ou la technologie en fait. Parce que la technologie va vous permettre de voir justement les compromis qui sont acceptables plus facilement. Parce que quand vous voyez juste cette scorecard qui est là, qui donne une dizaine, on va dire, de métriques sur quelques dimensions, déjà c'est compliqué. Donc quand vous mettez ça à l'échelle de votre entreprise avec 15 sites à gérer et 1000 produits, ça devient rapidement compliqué. Donc l'intérêt aussi des machines, donc ce qu'on va commencer à voir après, c'est que les machines et l'intelligence artificielle, le cloud, etc., les technologies maintenant, vont vous permettre en fait de vous aider dans ces compromis pour identifier quels sont les compromis acceptables que vous pouvez définir. Donc maintenant, après, au niveau des analytiques, ce qu'il faut garder en tête, on a beaucoup, ce qu'on souvent, nous, ou vous faites souvent, c'est le descriptif. Donc on va commencer dans cette notion de tout ce qui est analytique, dans les prochaines pages, à voir en quoi tout ce qui est technologie, on va dire, plus avancée, peut vous aider dans la maturité de gérer votre supply chain et de prendre des décisions et une gestion qui augmente la valeur pour votre entreprise et qui aussi augmente votre performance. Comme je disais, en fait, tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est beaucoup descriptif. Descriptif, ça veut dire quoi? Ça veut dire en quoi ma performance, quelle était ma performance dans le passé. Donc, si je prends un exemple, quel est mon taux de service la semaine dernière ou le mois dernier? C'est ce qu'on fait de base et qui est important à faire. Une notion qui est un peu plus avancée et qui peut être un peu plus compliquée, donc tout le monde, ça ne le fait pas, c'est ce qu'on va dire, c'est le diagnostic. Là, l'intérêt, c'est de dire pourquoi mon taux de service a baissé d'un demi-point. Pourquoi ça devient important? C'est qu'en comprenant pourquoi est-ce que mon taux de service a baissé d'un demi-point, on va pouvoir trouver la cause, la résoudre, et qu'en effet, le taux de service augmente. Donc là, c'est une notion un peu plus avancée on s'appelle les analytiques diagnostiques. Si on a des notions encore un peu plus avancées, c'est ce qu'on appelle le prédictif. Donc là, le diagnostic, on entend moins parler en général. Prédictif, avec le machine learning, c'est un sujet qui revient souvent dans la littérature. Mais le prédictif, en fait, c'est qu'est-ce qui va se passer. Donc, par exemple, on peut calculer sur son taux de service quels sont les produits que j'ai à risque et qui vont impacter mon taux de service. Donc là, on va voir ce qui va se passer, comment ça reste, ce qui se passe dans le futur. Et après, une notion qui est encore plus avancée, c'est le prescriptif. C'est quelle action je dois prendre pour éviter que mon taux de service chute et pour éviter que ces articles que j'identifie à risque impactent mon taux de service. Et en fait, ce qu'il faut voir, en fait, ce qui est intéressant dans la maturité qui augmente, il y a deux choses. La première, c'est que plus vous avancez en maturité, donc on va dire de descriptif, diagnostic, prédictif et prescriptif, c'est que plus ça a besoin de calcul. Et comme je disais au début, vous êtes déjà tous noyés sûrement dans des fichiers Excel, des reporting, etc. Donc l'intérêt là, c'est que plus il y a de calcul,
Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a besoin de plus en plus de machines qui peuvent faire le calcul. Et l'intérêt qu'il y a pour vous, c'est qu'en fait, si vous dégagez, ces machines font le calcul, c'est du temps que vous avez libéré pour traiter des problèmes plus de fond. Donc, par exemple, laisser une machine calculer en prédictif tel produit va être à risque pour mon taux de service au mois prochain, de se dire, c'est parce que finalement, dans telles conditions, peut-être que la demande a légèrement changé, que ma capacité de production est à temps et que j'ai tant d'inventaire disponible en entrepôt, et bien là, vous allez pouvoir résoudre le vrai problème qui est, OK, peut-être que je serai avec ma production pour augmenter, pour produire plus, ou peut-être que je serai avec ma logistique parce qu'il y a un entrepôt de débord, peu temporaire ou de faire du yard, etc. Donc là, l'intérêt, en fait, de travailler des outils d'analytique plus avancés, c'est de commencer aussi à automatiser certaines tâches pour vous libérer du temps. Donc, ces 50% dont je parlais tout à l'heure, qui sont souvent le cas faits par tout le reporting, et que vous commencez à faire ce problème de fond. Deuxième intérêt qu'il y a, c'est la valeur apportée. Il y a un investissement, c'est sûr, parce qu'il y a la technologie, donc ça a un coût, mais l'intérêt qu'il y a en ayant, c'est que plus vous allez avoir du data science, plus il va y avoir de valeur en fait rapportée grâce aux analytiques. Et pourquoi il y a de la valeur? C'est parce qu'en fait, la machine elle va pouvoir prendre en compte plus de variables métiers. Donc, comme je disais, par exemple, calculer que tel produit est à risque d'avoir son taux de service qui chute parce que l'environnement de votre supply chain globalement le fait, en fait, vous avez été des ruptures. Donc, en évitant ces ruptures, il y aura surtout, vous n'aurez plus de travail en mode pompier. Donc, peut-être qu'il y aura du gain du transport parce qu'il n'y a pas besoin de faire un transport urgent, ou peut-être que vous n'avez pas besoin de faire une troisième shift de production qui coûte cher et à la dernière minute, avec des employés pas contents parce qu'ils n'étaient pas prévenus. Là, vous allez pouvoir anticiper. Donc, l'intérêt, en fait, qu'il y a avec des analytiques plus avancées, même si c'est un investissement dans la technologie, c'est de se dire quelle est la valeur que ça vous a apporté en plus d'automatiser certaines tâches. Et donc, un exemple moi que j'ai vu, par exemple, c'est une entreprise de produits de grande consommation, c'était juste sur un tout petit aspect, c'était sur l'aspect diagnostic. En fait, tous les mois, leur planeur prenait 1 à 2 jours pour faire du diagnostic manuel, manuellement. Après, la machine elle a commencé à être un peu plus mis en place, pour être un peu plus sophistiquée. Ils ont mis en place en fait des calculs automatisés via des arbres de décision, qui est plus simple. Donc, c'est des règles de calcul. Mais tout ce que les personnes faisaient manuellement, ça peut être automatisé à la machine. Donc, déjà, ils gagnent 1 ou 2 jours. Donc, déjà, c'est un peu mieux. Et en fait, à la fin, ils sont allés encore plus loin. Ils ont utilisé du machine learning qui, là, calculait avec un niveau de précision bien meilleur tous les diagnostics. Et grâce à ça, ils ont en fait gagné beaucoup de valeur ajoutée parce qu'au-delà du gain qu'ils ont d'automatiser des tâches, ils avaient exactement pourquoi est-ce que des fois ils avaient des ruptures sur certains produits. Ils ont pu mettre des solutions en place et ils ont évité beaucoup de ruptures et tous les coûts associés, type transport urgent, etc. Donc, l'intérêt en fait des analytiques, c'est, beaucoup de personnes font descriptif, c'est de monter dans sa maturité via du diagnostic prédictif en utilisant des machines, le data science, pour pouvoir avoir plus de valeur et automatiser vos opérations. L'autre intérêt, et là maintenant je commence à avoir, là maintenant je rentre dans plus de détails, on peut dire, techniques, mais c'est plus, le but c'est pas du tout de vous rendre des experts dans tout ce qui est mathématiques, etc. Le but c'est que si vous entendez parler de ça, vous pouvez commencer à en parler avec les bonnes personnes et dire, dans mon cas d'entreprise ou dans mon cas de supply chain, je peux utiliser telle technologie dont on m'a parlé, que ce soit un fournisseur de services, que ce soit un fournisseur de logiciels, que ce soit des équipes data science que vous avez en interne. Donc là, les prochains slides, c'est plus d'expliquer un petit peu quelles sont les notions mathématiques ou technologiques de data science dont vous allez entendre parler. Donc, le premier qu'il y a, donc je commence à le dire tout à l'heure, c'est dans tout ce qui est prédictif et analytique. Donc, il y a 2 grands groupes, on va dire. Le prédictif, donc je vous dis, c'est qu'est-ce qui va se passer. Là, l'intérêt, c'est pas forcément de prendre des outils pas toujours compliqués. On n'est pas obligé de commencer par le machine learning. Vous pouvez commencer par des outils statistiques ou de probabilité qui sont très simples et puis que vous pouvez mettre en place si vous voulez avec Excel. Des fois, ce n'est pas forcément avoir un logiciel à acheter. Donc ça peut commencer. Donc mettre en place, si vous ne l'avez pas, des outils statistiques un peu comme les routes causes dont je parlais tout à l'heure en disant attention, dans tel cas, il s'est passé, j'ai une rupture, et le prédictif, vous pouvez vous en servir aussi. Même chose pour la probabilité. Probabilité, il y a des outils, pas besoin d'avoir des outils complexes, mais des probabilités de se dire je suis dans telle situation et je sais que dans 80% des cas, dans cette situation, j'ai une rupture ou j'ai un surstock ou j'ai un retard de mon transporteur, c'est un intérêt aussi. Et après, alors vous pouvez aller encore plus loin,
c'est tout ce qui est, oui, les outils de machine learning avec beaucoup de data science, etc. Mais en fait, pour faire du prédictif, vous n'avez pas besoin forcément de commencer avec des outils complexes, des logiciels complexes. Prescriptif, il y a besoin d'être tout de suite dans une notion un peu mathématique plus complexe. Il y aura 2 grandes familles, on va dire, d'outils que vous allez utiliser. Les outils d'optimisation, qui sont surtout dans le planning ou dans le transport, quand on fait les routes, ou dans le planning, quand on va faire des outils de type APS. Il y en a. Et il y a aussi les outils de simulation. Donc, simulation, il y en a. Là, quand je parle de simulation, il y a des outils qui font du what if, par exemple. Mais le what if, c'est vraiment du au cas, le cas, qu'est-ce qui se passe dans un cas spécifique. Là, les outils de simulation qui sont un peu plus, on va dire, avancés, ils font ça à grande échelle. Donc, ils vont être capables automatiquement d'aller tester 5, 10, 15, 20 scénarios. Ils vont dire parmi tout cela, où est le meilleur. Donc là, l'intérêt, c'est pareil, c'est de laisser la machine calculer, que vous n'ayez pas à aller lancer à la main 5 ou 10, 15, 20 scénarios possibles, comme sont faits avec certains outils. Donc là, l'intérêt prescriptif, vous allez avoir sûrement besoin d'un peu plus d'outils scientifiques, on va dire, ou de logiciels. Mais pareil, l'intérêt, c'est la valeur que ça peut vous rapporter derrière. Et après, au niveau de ce qui est un peu plus avancé, donc on va regarder tout ce qui est machine learning. Machine learning, on fait des peurs techniques. Après, pareil, ce que je vous disais, l'intérêt, c'est plus vous familiariser avec ces notions. Et puis, je revenais un peu après dessus, en quoi ça peut être intéressant pour vous, votre travail au quotidien. Donc, en fait, l'intérêt de machine learning data science, c'est que ça devient assez commun. Aujourd'hui, ça coûte assez cher la technologie. Le cloud, ça coûte assez cher. Et plus ça va, moins ça coûte cher. Et plus ça va, les temps de calcul, les coûts de calcul sont moins en moins importants. Donc, grâce à Amazon, AWS, Microsoft ou Google, etc., la technologie est de moins en moins chère. Et là, même si c'est très demandeur en ressources. Là, il y a plusieurs techniques qui sont utilisées. Pareil, d'un spécialiste, il y a ce qu'on va dire, c'est tout ce qui est régression. Donc, la régression, c'est quoi? C'est calculer une valeur exacte qui est en fonction de différentes valeurs, de différentes variables. Le cas le plus commun, ou en général, l'outil de planning, par exemple, le font tous, même si c'est du marketing des fois, c'est tout ce qui est prévision de la demande. Donc maintenant, 95% des outils de planning vont vous dire qu'ils le font. Donc bon, lequel est meilleur, ça je vous laisserai juger en fonction de nos besoins. Donc là, c'est l'intérêt. Ils vont faire quoi en fait? Ils vont souvent faire des régressions pour quelle est ma prévision de la demande en fonction de mon historique, des comportements des consommateurs ou de vos clients, en fonction des caractéristiques produits, ou de données externes, type mes concurrents ou type le temps. C'est l'intérêt aussi du machine learning. Je disais tout à l'heure, tout à fait au début, que la donnée, elle est importante. C'est vrai que tout ce qui est lié à big data, c'est critique. Vous ne les avez pas souvent, mais c'est beaucoup de données disponibles aujourd'hui, gratuitement, souvent sur Internet, qui peut être exploité en interne, mais exploité par des outils de machine learning. Deuxième type de technique, on va dire, que l'utiliser, c'est ce qu'on appelle la classification en machine learning. Là, l'intérêt, c'est de classer par groupe. Donc ça, par exemple, peut être est-ce que je veux interrupture, oui ou non? Donc là, c'est pareil. Les variables qui sont intéressantes par rapport à ce que vous connaissez votre entreprise, là, c'est moins utilisé comme que la prévision de la demande, mais il y a aussi de classification, de dire est-ce que je vais être en rupture? Donc, par exemple, pourquoi c'est pareil? Faire le prescriptif, de dire attention, j'ai un risque de rupture sur tel produit par rapport à mon niveau de stock actuel, l'encours de commande, mon entrepôt, combien j'en ai en cours de production, etc., etc. Et là, l'intérêt, c'est quoi? C'est de pouvoir anticiper des problèmes et vous n'avez plus à travailler en produit. Le troisième type de technologie, ce qu'on appelle les clusters ou les groupes, et là, c'est pareil. Donc, on peut par exemple s'en servir pour faire quelles sont les commandes à risque. Donc, anticiper que vous pouvez livrer une commande entière, par exemple, en temps et en heure. Ou alors, grouper des risques fournisseurs. Attention, tel fournisseur, lié à la demande, il y a des problèmes géopolitiques éventuellement, il y a des problèmes de transport parce qu'ils doivent passer par peut-être tel port, des bateaux qui sont bloqués. Et bien là, vous allez pouvoir calculer aussi quels sont les fournisseurs à risque. Et le dernier, qu'on entend plus parler, c'est tout ce qui est, on va dire, reinforcement learning. Là, c'est utilisé, un des cas plus communs, c'est les routes. Donc, les routes en logistique, pour maximiser la marge que vous avez associée, ça, c'est une technologie qui est souvent utilisée. Et pourquoi je vous l'ai dit en fait tout ça? C'est qu'en fait, j'ai mentionné data science. En fait, data science a 3 composantes. La première, c'est la donnée, donc data, c'est pas évident. La deuxième, c'est la science. Donc, comme vous avez vu là, c'est beaucoup de maths, d'intelligence artificielle. Mais la dernière donnée qui est très, très essentielle en data science, c'est la connaissance métier. Et en fait, la connaissance métier qu'il a, c'est vous. Et moi, le conseil que je vous donne,
c'est de travailler de façon très, très proche avec des data scientists. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont la connaissance de la donnée, ils vont travailler avec vous. Pour sûr, ils ont la connaissance de la science, mais il y en a très, très peu qui ont la connaissance de la supply chain. Donc, ils vont vous faire des modèles mathématiques formidables, mais sans vraiment comprendre ce que ça veut dire. Donc, moi, je vous conseille de vraiment, quand vous avez la chance en interne ou avec des prestataires, de travailler avec des data scientists et leur expliquer la supply chain. Moi, j'ai eu la chance de le faire avec une personne qui était incroyable une fois dans une entreprise. Ça facilite votre travail énormément. Donc, si vous pouvez, travailler avec les data scientists, former la supply chain, expliquez-les quels sont les enjeux métiers que vous avez, parce qu'il y a uniquement vous qui le connaissez. Et par rapport à tout ça, en fait, ce que je vous expliquais pour une histoire de maturité, en fait, l'intérêt, ce que je disais tout à l'heure, c'est que plus votre maturité va augmenter, mais plus votre performance de la supply chain va s'améliorer. Donc là, si je prends 2 exemples pour vraiment, on va dire rendre ça plus concret sur l'aspect maturité. Donc, c'est les temps on va dire les délais et les ruptures d'inventaire. Vous n'êtes pas obligé de commencer, et je vous conseille de commencer même simplement. La première façon de calculer, d'avoir un petit peu de maturité plus avancée pour vos analytiques, le problème, c'est d'utiliser des règles de gestion. Donc, le premier, par exemple, sur les temps de transport, c'est on définit manuellement ces temps de transport, tous ces délais, dans un ERP. Il y a des contrats. Bon, ça, c'est un peu le base. En inventaire, c'est plus une règle de gestion simple. Ça peut être, je suis en rupture si je suis en dessous de telle quantité ou si je considère que ma couverture de stock est en dessous de tant de jours. Ça peut être une règle que vous pouvez mettre en place simplement pour commencer à anticiper des problèmes. Après, vous pouvez avoir un indicateur un peu plus sophistiqué, qui sont les statistiques, par exemple. Donc, sur les temps de transport, vous pouvez très bien récupérer vos transports, les délais en général. Les délais, vous pouvez très bien récupérer ce qu'il y a eu dans le passé, faire une moyenne et faire une déviation. C'est facile parce que même Excel peut le faire. L'intérêt, là, il est de quoi? Il est de maintenir, au lieu d'attendre les contrats qui ne sont pas forcément vrais, type ce qui s'est passé avec les bateaux en ce moment ou qui sont bloqués en mer Rouge, les temps de transport, ils augmentent. Vous n'avez pas besoin d'avoir un fournisseur qui vous dit attention, on va passer de 5 à 6, 7 semaines. La réalité, c'est peut-être pas de 7 semaines, elle est peut-être qu'en fait, elle est peut-être que de 6, peut-être de 8, etc. Donc là, vous pouvez commencer à utiliser des outils type Excel pour maintenir plus régulièrement vos délais sur la production, du transport, de la préparation, etc. Calculer une déviation standard et maintenir, ce sera plus correct, plus près de la réalité. Le dernier, c'est plus sophistiqué, c'est de prédire les délais à venir. Donc ça, c'est des outils plus sophistiqués. Là, l'intérêt, il est de quoi? Il est d'éviter des problèmes parce que plus vos délais ont été prédits de façon correcte, plus vous allez planifier de façon correcte et plus vous allez gérer vos opérations de supply chain de façon correcte. Là, c'est plus sophistiqué, mais c'est tout à fait possible. Et sur les inventaires, donc la règle, je vous dis, ça peut être une gestion simple qui est par rapport à une quantité, par rapport à une couverture. Les statistiques, ça peut être dans 75% des cas, tel niveau d'inventaire, dans telles conditions, je sais que j'étais en rupture. Pareil, dans ce cas, vous pouvez très bien générer des alertes simples qui disent attention, statistiquement, je risque de rupture là. Ou alors, vous pouvez aller encore plus loin avec des machine learning qui vont vraiment prédire des ruptures dans le futur en fonction de votre encours de commande, des produits, de la demande, etc., de prédire. Donc, sur le dernier, par exemple, j'ai un exemple. J'ai un client, ils avaient calculé que la qualité, la fiabilité de leur inventaire à 4 semaines était de 25%. Donc, ils faisaient comme tout le monde, ils avaient un APS, ça faisait des plus et des moins. Et en fait, via du machine learning, ils le prédisaient maintenant à 75 à 80%. Ce qui veut dire que 4 semaines, ils étaient maintenant capables, en 75 à 80%, de savoir ce qui allait réellement se passer. À différencier des 25%, où finalement, 25% de fiabilité, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ils avaient des problèmes qui étaient des faux problèmes, de surstock ou de rupture, peu importe, mais ils traitaient des faux problèmes. Donc l'intérêt qu'ils avaient, eux, avec du machine learning, c'est de passer d'un cas où vous avez 25% d'inventaire correct à 75 à 80% à un horizon de 4 semaines. Donc vous pouvez imaginer les gains qu'ils ont fait en termes de transport urgent ou en termes d'éviter les entrepôts de débord, faire des troisièmes shifts en production, juste parce que, via du machine learning, ils avaient une précision et une fiabilité sur leur inventaire. Maintenant, tout ça, c'est clair, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, c'est une transformation. Donc moi, les conseils que je vous donne par rapport à ça, le premier, c'est de commencer simplement. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut avoir des gains rapides. Personnellement, je conseille, vous allez entendre plein de dossiers qui vont dire faites du machine learning, faites de l'intelligence artificielle. Moi, je pense qu'il faut commencer simple, parce que c'est un projet de transformation, ça va être compliqué. Et l'intérêt aussi,
c'est qu'en commençant simple, vous allez avoir des gains plus rapides que vous allez pouvoir réinvestir justement dans des technologies plus avancées. Donc, le deuxième, c'est utiliser en commençant simplement pour voir où est-ce que vous allez avoir vos gains et comment vous allez pouvoir mener le changement. Parce que tout ça, les entreprises aujourd'hui, les personnes sont habituées à leur Excel, habituées à leur report, ils ont des processus dessus. Leur dire attention, des calculs vont être faits par une machine, ça demande du changement. Et ça demande du changement pour expliquer pourquoi. Dire attention, c'est pas le but. Le but, c'est de vous garder du sauver du temps pour que vous puissiez traiter les vrais problèmes de fond et qu'on évite ces ruptures qui vont arriver ou faire le pompier. Le troisième, c'est une fois que vous avez commencé simplement, commencé à avoir les gains et que vous avez appris où sont les gains et à mener le changement, là, vous avez les fondations pour déployer rapidement les solutions. Là, une fois que ça s'est mis en place, vous pouvez faire votre transformation beaucoup plus vite. Et le dernier élément dans tout ça, c'est de commencer maintenant. Parce qu'en fait, vous faites votre vision à 3 ans qui est où est-ce que je voudrais dans ma façon de gérer mes analytiques pour pouvoir améliorer sa supply chain. Vous faites une vision à 1 an, 2 ans, 3 ans, mais il faut commencer rapidement. Les deux raisons, elle est que les concurrents que vous avez, ils ne vont pas forcément attendre. Si vous regardez historiquement ou maintenant qui sont les leaders, ces entreprises digitales, Amazon ou Google, etc., c'est les leaders même dans la vente de produits type Amazon, type livres ou produits pour Noël. Et deuxièmement, c'est que la technologie évolue très vite. Donc le problème, c'est que si vous commencez à attendre encore 1 an, encore 2 ans pour dire « Ah là là, attendons », en fait, c'est trop tard. La technologie, elle aura déjà changé. Donc, de concurrents, ils ont peut-être encore plus d'avance. Donc l'intérêt, c'est de commencer maintenant, même à une vision à quelques années, c'est d'avoir les gains rapidement qui vont tomber. Donc tout ça, c'est plus des fondations en fait sur l'analytique, sur comment mettre en place l'analytique pour gérer votre supply chain de A à Z, comment gérer vos compromis, quelles sont les nouvelles, augmenter la maturité de vos analytiques pour aller du prédescriptif au diagnostic, au prédictif, au prescriptif, quelles sont les technologies que vous pouvez utiliser ou méthodes data science et machine learning qui sont aujourd'hui disponibles, et un peu sur la transformation. Et en fait, ça, c'est un peu la base sur ce qu'on verra un peu plus sur comment mettre en œuvre. Donc, le premier, ça sera dans quelques semaines. Donc, c'est comment on utilise justement les analytiques dans le cadre du control tower. D'abord, c'est quoi une control tower digitale, une vraie digitale, et en quoi vous en êtes pour piloter le supply chain. Et après, un peu plus tard, comment on va encore plus loin en utilisant ces analytiques et ces control towers pour même automatiser comment gérer votre supply chain. Donc, un peu la vision de supply chain autonome grâce à la decision intelligence. Donc, on verra ça. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'ai eu mon contact là, mais contactez Jean-Baptiste ou directement sur LinkedIn, comme vous voulez, mais n'hésitez pas à me poser des questions maintenant. Jean-Baptiste va le faire, ou en direct, n'hésitez pas. Allez, super, merci Arnaud. Effectivement, c'est une première bonne étape pour introduire les 2 prochains webinaires. Des questions, il y en a déjà. Je vais inviter tous les participants à poser d'autres questions. N'hésitez pas. Le chat est fait pour ça. On en a déjà une première, mais moi, je vais me permettre, pendant que les participants écrivent leurs questions, de t'en poser une. J'ai l'impression que, en général, on passe du débat d'idées au débat de faits. Ce que tu nous dis, c'est qu'il faut avoir des faits pour pouvoir prendre des décisions ou les anticiper. Et ça ressemble beaucoup un peu aux méthodes de lean manufacturing. Alors, sans mettre un gros mot derrière tout ça, mais on se retrouve vraiment sur les premiers niveaux de maturité avec peut-être de l'ABC, du traitement des causes pour éradiquer les problèmes, et donc aussi une problématique d'organiser ces données pour pouvoir mettre ces informations-là à disposition. Est-ce que tu me rejoins sur cet aspect-là ou on est un peu éloigné? Non, je suis d'accord. À la fin, en fait, ce qui est marrant, c'est que toutes les notions qui sont modernes, en fait, on revient aux notions de base. C'est faut gérer sa supply chain. Donc, le lean, on en parlait il y a 15-20 ans, mais à la fin, tout ce qu'on vient de dire, c'est des notions qui existent depuis finalement 20, 30, 40 ans. Il faut mesurer, faire des classifications ABC pour la rotation de ses produits ou le niveau d'inventaire, par exemple, classer ses fournisseurs par type de risque. Exactement. C'est des notions de base de gestion. Après, ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de données, en fait. Et où je suis d'accord avec toi, tu le mentionnais, c'est organiser les données. Mais il faut le voir en termes d'outils, pas de but. Donc, pourquoi je dis ça? C'est qu'il vaut mieux commencer par qu'est-ce que je veux mesurer, qu'est-ce que je veux améliorer. Donc, d'abord, qu'est-ce que je veux améliorer? Grâce à ça, à quelles analytiques je mets en place pour pouvoir l'améliorer.
Et enfin, de dire quelles données j'ai besoin pour l'améliorer. Sachant que les données, en fait, c'est pour ça que je disais, il faut commencer simplement. Parce que les données, en fait, elles vont venir avec le temps, avec la maturité que vous mettez. Les tendances, l'IT, je travaille dans l'IT, hein, ils mettent tout dans Data Lake et regardez, c'est super. Oui, j'en fais quoi? Donc, commençons Ouais, simple. et justement, et à ce titre-là, tu as évoqué le processus un peu à moyen terme de mise à jour des données, et qui me semble important. C'est vrai que là, on a bien vu qu'on prend des données de l'ERP assez simples. Tu as donné le cas du lead time. On le mesure, on voit la déviation. Avec les déviations, surtout, on remet à jour son ERP, puisque l'ERP, forcément, il va calculer avec le CBN ou le MRP des éléments importants. Et si tout ça, c'est pas à jour, ça marche pas. Donc ça, c'était important aussi de ressouligner. Le KPI, on capte de la donnée et en fonction de ce qu'on a, on renourrit le RP pour mettre à jour les paramètres de base. Exactement. Tout ça doit être, en fait, le but de tout, c'est d'être opérationnel, en fait. Les KPI, on a tendance, c'est ce premier descriptif, les KPI, on a tendance à les prendre comme étant, j'ai mon objectif à remplir, ce qui est il faut, hein, c'est mon objectif, donc voilà, il faut que j'y arrive. En fait, moi, la notion d'analytique, et je pense qu'il y a une notion importante, qui peut-être rapproche du lean, c'est l'aspect opérationnel. Le but, c'est pas forcément un objectif, c'est qu'au quotidien, je m'en sers pour gérer, piloter ma supply chain. Donc, typiquement, le lead time, c'est pour ça que c'est intéressant, je l'ai mis, parce que moi, je l'ai vu dans beaucoup d'entreprises. C'est incroyable l'entreprise qui, en fait, met un lead time une fois dans l'année quand ils négocient les contrats et ça y est, c'est fait. Alors qu'en fait, la réalité, que le time, il est toujours faux, en fait. Donc, en fait, il faut utiliser l'analytique dans un but opérationnel et quotidien. Et il bouge tout le temps, effectivement, le lead time. Effectivement, il faut le mettre sous contrainte. Quand ça dépasse, qu'est-ce qu'on fait? S'il est trop court, est-ce qu'on se permet de réduire nos lead time dans nos systèmes? C'est les questions que doit se poser le manager. Et Frédéric Cohen nous pose une autre question. C'est intéressant puisque quand on a déjà des KPI, il y a peut-être des managers qui sont habitués d'avoir ces KPI historiques. Est-ce qu'on n'a pas un risque en mettant des nouveaux KPI, en les changeant, de modifier un peu les habitudes? Et donc, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil c'est une excellente question. s'il fallait les changer? C'est une excellente question. Parce qu'en fait, c'est un problème fondamental qui arrive. Le problème, il est là, c'est quand on cherche les calculs des KPI, en fait, c'est qu'est-ce qui en fait aussi les KPI. Alors, il y a l'aspect opérationnel, mais comme on est entre nous, on va être honnête, ça paye aussi les gens. Donc, en fait, les KPI, que ce soit des taux de service ou des niveaux de stock ou des budgets, etc., à la fin, les gens, ils sont payés sur ça, ils ont des bonus, ils ont des intéressements, etc. Le problème, il est là, en fait. Donc, c'est ça qu'il faut remettre à plat. C'est une très bonne question de Frédéric. Il faut remettre à plat, en fait. Il faut être honnête et dire, j'ai vraiment eu le cas. Hein. Donc, très grosse entreprise, on m'a dit, le directeur supply chain monde veut mettre une control tower. Sauf qu'elle n'avait pas calculé que le taux de service allait passer de 95% à 90%. Et les personnes, elles ne voulaient pas le faire parce qu'elles disent, qu'est-ce que je fais maintenant de bonus? Parce qu'il ne va plus être là. Donc, en effet, il faut commencer par connu le changement. Il faut commencer par dire, je commence par, on est obligé de remettre à plat les KPI, mais il faut mettre à plat les objectifs qui sont avec, et il faut mettre à plat s'il faut des structures de rémunération qui sont avec. Parce que si on ne le fait pas, il y a la résistance, mais qui est naturelle. Et donc, ça fait partie de la stratégie de dire, il y a des nouveaux KPI à mettre en place, des KPI qui ne seront plus là, et surtout les règles de calcul, dire le taux de service client, on calcule différemment. En quoi c'est intéressant pour l'entreprise? Peut-être qu'il y a des problèmes qui sont cachés aujourd'hui dans la façon de le faire. Peut-être qu'on ne mesure pas suffisamment qualité, les produits, les documentations. En quoi ça impacte aussi les gens et surtout leur rémunération ou leur motivation? C'est essentiel, sinon ça ne marchera pas. Et tu l'as très bien évoqué tout à l'heure, notamment avec l'indicateur dont tu parlais, dont le résultat était masqué par des règles de gestion qu'on avait ajoutées pour mettre des exceptions. Mais en fait, à la fin, on a l'impression d'être bon et on n'est pas forcément très bon. Alors que si on prend des indicateurs du métier basés sur des référentiels, peut-être qu'on baisse en qualité avec cet indicateur parce qu'il va montrer plus de défauts et donc on va se dire on est moins bon. Mais en même temps, être moins bon, c'est une opportunité de progresser. Sinon, on est bon puis on fait rien. Exactement. Donc c'est pour ça en fait, c'est une très très bonne question parce que c'est un problème vraiment fréquent et on oublie. Donc c'est le changement, être honnête, dire on remet ça à plat, on me dit qu'on met en place, on change un processus. Dire le but c'est pas de juger les gens moins bien ou être mieux, c'est qu'on devienne meilleur. Et par contre, il faut penser à toutes les conséquences. C'est que changer un KPI, en effet, ça a des impacts plus larges que juste un tableau de bord des fois sur le côté. Ça peut
c'est bien communiquer autour de pourquoi on le fait. Et, voilà. Frédéric, si je n'ai pas répondu, il ne faut pas hésiter à réagir dans le chat. Oui, effectivement. Alors du coup, moi, j'ai un petit conseil à donner puisque j'en ai eu, moi, des indicateurs comme ça. Alors, il n'y a pas de bonus, mais il y avait des pénalités avec les prestataires. Donc, c'est pareil, le prestataire, tu comprends qu'il ne voulait pas changer le KPI puisque forcément, ça masquait de la non-qualité. Et si on changeait le KPI, ça lui faisait des pénalités. Donc, nous, ce qu'on a fait en tous les cas dans mon ancienne entreprise, c'est qu'on s'est dit, bon, on va faire une période de transition. On va calculer les deux KPI, tant pis. Pendant 3 à 6 mois, on calcule les deux KPI, on voit l'écart et on se remet une base 100 qui nous paraît plus correcte sur le nouveau KPI à mettre en place pour recalculer les pénalités pour qu'il y ait peu de préjudice en fait pour le prestataire. Et c'est souvent mieux accepté puisqu'il y a cette phase d'apprentissage qui est intéressante parce que souvent on tombe un peu de sa chaise quand on reprend un indicateur du marché ou du métier où on se dit mince, on pensait être bon puis on n'est pas bon. Mais en même temps, quand on n'est pas bon, on voit tous les problèmes. Et tous les problèmes, quand on tu as parlé de clustering, la classification, quand on commence à les identifier, on voit si c'est des gros ou des petits problèmes. Et puis, on peut les traiter de manière adaptée. Ouais. Et juste une réaction, parce que je vois dans les chats, en fait, il y a beaucoup de personnes qui disent KPI. Alors moi, je mesure les analytiques, pour moi, je les sépare. Pour les KPI, sont un type d'analytique, en fait. Les KPI, oui, il faut mesurer. Ce que je dis, c'est plus la notion à la fin de quel objectif je vais remplir. Moi, les analytiques, je les vois plus comme vraiment des outils opérationnels quotidiens. Il y a d'ailleurs un commentaire intéressant qui est séparer les indicateurs de Sébastien Judas, séparer objectif de performance et d'intéressement. Et je suis tout à fait d'accord. C'est qu'en fait, le but d'un analytique, c'est pas juste de juger notre performance. C'est aussi de dire où où sont mes vrais risques, mes vraies opportunités. Donc, par exemple, dire, pour moi, un analytique, voilà, c'est j'ai tel produit à risque pour 500 pièces à tel moment, c'est un analytique. Ça n'a pas notion de KPI, en fait. C'est pas une notion de performance. L'impact, oui, à la fin, finalement, c'est un taux de service client. Mais en fait, l'analytique, pour moi, il est vraiment là. C'est en quoi je m'en sers pour gérer mes opérations quotidiennes versus des KPI qui sont plus des directions qu'on va se donner par rapport aux objectifs d'entreprise en général. Donc, il faut vraiment le voir en analytique pour piloter de façon opérationnelle et quotidienne ces opérations. Oui, tu l'as très bien dit sur le lead time. Effectivement, le lead time, ce n'est pas un but en soi. Le but en soi, c'est de tenter de le réduire au maximum, puisqu'on sait que c'est un impact sur les niveaux de stock, sur la réactivité de l'entreprise, sur la trésorerie. Donc, le but, c'est de le réduire. Et il y a des fois, on ne peut pas le réduire quand les bateaux passent plus par le canal de Suez et passent par un détour, ça les augmente. Quoi qu'il arrive, on subit. Et donc, on n'est pas au KPI, mais ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on fait, quoi. Est-ce qu'on a le trou dans la raquette, on s'autorise 2 mois de rupture parce que les bateaux sont détournés, ou est-ce qu'on fait un avion pour compenser, ou est-ce que on propose des produits de substitution à nos clients? Et là, c'est là où je mentionne une notion analytique avancée, ça va encore plus loin que ça. C'est par exemple de dire, on se prend un délai qui est plus long, ça c'est évident. Le vrai problème, il n'est même pas dans le délai en fait. Bon, il y a des coûts de transport qui sont plus impactés. Le vrai problème, il est quels sont les produits qui sont vraiment impactés par ça. Parce que finalement, les stocks de sécurité, c'est fait pour ça. Il y a sûrement la prévision qui était fausse aussi. Il y a tellement de variables en fait qui font que c'est pas correct, entre guillemets. Pour moi, à la fin, c'est de pouvoir lier tout ça et de dire, OK, mon délai est augmenté, mais quels sont mes vrais commandes clients impactés à la fin? Parce que faire l'aérien, pareil, les coûts d'aérien sont gigantesques, ça passe sur CO2, il est énorme. Mais en fait, il y a plein d'entreprises, moi beaucoup dans la pharma, qui font beaucoup de transport aérien, qui sont en train de regarder comment ils lient justement tout ça et comment, via des analytiques, en fait, ils prennent des décisions qui impactent plusieurs fonctions. Donc, ils vont prendre des analytiques qui vont dire ma couverture de stock, elle est de temps, mes commandes, elles sont de temps, mon encours, il est de temps, mon temps de transport, comme tu disais, il n'est pas finalement de 5 semaines en ce moment, il est de 4 semaines. Donc, en fait, le vrai risque qu'il y a, le vrai risque qu'il prenait à la fin, c'est le risque client, en fait. Et c'est vrai que c'est l'intérêt des analytiques, c'est pas juste, c'est de pouvoir aussi les mettre ensemble. Je commençais à mentionner les scorecards tout à l'heure, c'est le vrai indicateur qui s'avère à la fin, c'est ça, c'est qu'est-ce que je peux ne pas livrer à mon client. Et je sais que dans la pharmacie, mais ils ont le même problème dans le luxe, qui sont deux industries, mais qui ont le même problème avec les aériens, qui font beaucoup de transports aériens, finalement, qui ne sont pas nécessaires. Donc, l'intérêt des analytiques, c'est aussi de pouvoir anticiper ça et de voir où sont les vrais, pour ça, je parlais des vrais problèmes qu'on a. Et c'est pour ça que je dis c'est vraiment différent pour moi des KPI qui sont à la fin, j'ai eu un coût de transport, etc. Donc, l'analytique, c'est ça où ça intéresse, c'est de prendre une décision de ce type-là en les mettant tous ensemble. Donc, prendre une décision type transport aérien, ça impacte des planeurs, des niveaux de stock,
des commandes clients, de l'aérien, de la logistique, ça implique beaucoup de fonctions en fait. Et les analytiques permettent vraiment ça, surtout les analytiques avancées, faire du prédictif et du prescriptif, c'est là où ils sont vraiment intéressants. Parce que baisser du transport aérien et du CO2, ça peut en avoir un impact très, très, très rapide dans certaines industries, même s'il y a un investissement technologique à faire dans ces analytiques. Alors, je te remercie. Tu fais un peu la transition avec une dernière question que j'avais sur le machine learning, parce que tu en as parlé plusieurs fois, tu as parlé de data scientist. Est-ce qu'il y a des outils qu'on peut utiliser? Parce que tu as parlé d'Excel, mais j'imagine qu'à un moment, le machine On, learning, Excel, il marche ça fait plus avec peut-être les deux. machines. Non, non. Oui, ça ne marchera Il plus y en a- fait. Non, non. Est-ce que monsieur, madame, tout le monde, enfin les supply chain managers, les méthodes logistiques, ils peuvent utiliser du machine learning facile comme ça, c'est dispo sur Internet, c'est en no-code, c'est un truc Ouais. qui est Non, non, le abordable, ou code. c'est compliqué? En fait, ça dépend de la curiosité des gens. C'est un peu triste ce que je vais dire, mais c'est ça. J'ai rencontré une personne qui travaille dans une grande entreprise française, d'ailleurs, incroyable, un supply chain manager qui a fait ses propres outils lui-même. Donc, il a utilisé Microsoft Power Platform. Il y a des outils, hein, il y a Google CP, il y a AWS, il y en a d'autres, il y en a plein. Il y a plein d'outils, en fait, low code aujourd'hui qui existent, que des personnes peuvent faire. Donc, vous pouvez très bien l'utiliser aujourd'hui. Les abonnements sont pas chers. Si ça reste en interne, ça peut passer. Après, l'intérêt, c'est avec l'informatique parce que, en général, des contrats d'entreprise, certaines entreprises sont plus Google, d'autres plus Microsoft, d'autres, elles n'ont pas. Mais les outils qui existent, les outils low code, ça, pour commencer, ça peut suffire. Et moi, j'ai rencontré un supply chain manager qui a fait plein d'outils très poussés. Et j'ai dit, bah, moi, je ne peux pas vous aider, en fait, parce qu'il avait déjà fait tout très bien. Il l'a fait tout seul parce qu'il était très curieux et voilà. Donc, il a vu ça comme une version moderne et sophistiquée des macros qu'il y avait sur Excel il y a 10 ans. Mais en effet, Excel, moi, je le vois aujourd'hui plus comme une source d'information qu'une source de calcul. Même s'ils intègrent des notions d'intelligence artificielle, machine learning dedans, ils commencent pour leur faciliter la vie, enfin faciliter tout le monde en fait. Mais oui, les outils low-code qui sont existants. Ouais. Mais après, c'est à chacun d'utiliser, d'être des curieux pour s'en servir. Jean-François Coulon, merci à une réaction. En fait, c'est des outils d'aide à la décision Exactement. euh, dont on parle dans les analytiques, quelque part. Exactement. Tout ce qu'on a Ouais. dit, en fait, les 3 séries de webinaires que tu mentionnes au début, en fait, Jean-Baptiste, tout le but, en fait, c'est d'aider à la décision, exactement. L'analytique, c'est la D'accord. donnée, c'est la base. L'analytique, c'est l'information qu'on doit, pour moi, vraiment exploiter. Et après, on met ça en œuvre avec des contrôles tower pour voir ce qui se passe globalement. Et après, on va encore au-dessus des chaînes intelligence qui automatisent tout ça. Mais c'est exactement ça. C'est le but de piloter, c'est prendre une décision. Hein. Gérer, c'est prendre une décision, faire des compromis. Donc, exactement. Jean-François a tout à fait raison. Parfait, je pense que tu as fait la conclusion, Arnaud, puisque tu nous as lancé vers le webinaire numéro 2 et numéro 3 qui traiteront donc des control tower et de l'automatisation justement sur ces datas avec ce que tu nous présenteras, puisque je ne le connais pas, tu ne l'as pas encore partagé. En tous les cas, je voulais te remercier de cette présentation. Nous allons l'envoyer donc aux personnes qui ont participé. Et donc, tu as mentionné, donc, tu étais disponible pour les questions, ton email est disponible, donc n'hésitez pas à revenir vers Arnaud si vous avez des questions, pas forcément vers moi, parce que je ne suis pas un spécialiste de ce domaine-là, mais plutôt vers Arnaud. N'hésitez pas, faites-lui plaisir, il s'est dit qu'il allait se rendre disponible pour vous, pour répondre à toutes ces questions-là. Et je le remercie par avance, c'est top, c'est vraiment impeccable. On se revoit à la fin du mois, donc vous avez le temps de passer un petit peu de temps sur d'autres choses avant de venir nous rejoindre pour le deuxième épisode. Je vais te laisser le mot de la fin, parce que c'est quand même toi qui a animé. Et Non, puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. merci d'être présent. Après, oui, comme je disais, hein, toujours ravi de débattre et d'apprendre d'autres personnes. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Et puis, comme je disais, le but, c'est de faire ça de façon plus opérationnelle, soit de façon plus pragmatique. Commencer rapidement, simplement, sans essayer de faire des choses trop compliquées, ça sert à rien. Donc, commençons simple pour s'améliorer, c'est déjà bien. Merci pour le conseil, Arnaud. Je te remercie. Nous allons mettre fin à ce webinaire. Il sera redisponible sur YouTube dès aujourd'hui. Merci à vous tous et puis à très bientôt pour un prochain webinaire. Donc, il y a des webinaires qui sont programmés sur notre site internet. N'hésitez pas à aller voir.
et puis aussi des événements présentiels avec notre association dans la région de Annecy, Chambéry, Grenoble et bientôt Lyon. Donc, Go Lyon. nous avons hâte de vous y retrouver. Arnaud est sur Lyon, donc nous allons aller voir ce qui se passe sur Lyon. Il y a un tas de choses géniales à réaliser sur cette belle région. Merci Bonne journée à tous.